Bien, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons passer une petite heure ensemble dans le cadre de ce webinaire Manage Educ sur la thématique diriger un établissement scolaire à l'heure de l'IA générative. Nous envisageons de partager avec vous un petit temps d'échange avec Benoît. On va se présenter dans quelques secondes, mais je vous raconte un petit peu comment on avait envisagé l'organisation de cette heure. Un petit temps d'échange avec quelques questions support pour notre échange et puis vous permettre en fin de webinaire, sur le dernier quart d'heure, on va se dire, mais vous n'hésitez pas d'ores et déjà à réagir au niveau du chat. Véronique de Manageduc est présente aussi pour modérer et prendre en compte les différents éléments qui apparaîtront sur le chat. Vous n'hésitez pas à intervenir et poser des questions, puis on s'appuiera dessus en fin d'échange. Je m'appelle Damien Dubreuil, je suis proviseur du LP2I, lycée pilote innovant international près de Poitiers, et je suis par ailleurs personnel de direction référent numérique auprès de l'Académie de Poitiers, plus spécialement tourné vers les questions de l'IA, et puis j'utilise l'IA à titre perso, puis un petit peu à titre pro. Voilà. Benoît, je te laisse la parole. Merci Damien. Ravi d'être ici. Merci pour votre invitation. Les sujets de l'IA et d'éducation sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Euh, pour vous parler en 2 minutes de mon parcours personnel, moi je suis ingénieur en IA, une des premières formations en France à l'IA il y a plus de 30 ans. J'ai fait toute ma carrière, que ça s'appelle IA ou pas, en gros, dans ce domaine-là. Et, et aujourd'hui, je me retrouve dans une position, après avoir été entrepreneur, j'ai fait plusieurs startups, après avoir fait beaucoup d'IA dans les grands groupes également, dans une position où je travaille pour l'ESSEC. Donc on est bien dans le sujet de l'éducation, même si ça s'adresse à des gens un peu plus âgés que ceux qui vous concernent. Euh, avec la conviction, enfin la raison pour laquelle j'ai rejoint l'ESSEC, c'est que cette mission que je me suis donnée un peu pendant toute ma carrière euh, de faire comprendre les intérêts pour l'économie, pour la société de l'intelligence artificielle dans ses différentes formes, on va y revenir, m'ont paru, enfin, sont apparus comme étant essentiels dans l'éducation, à la fois pour l'éducation, mais aussi pour que les apprenants soient formés à ces sujets-là. Et j'ai trouvé en l'ESSEC une plateforme qui m'a permis d'implémenter pas mal de choses. Et donc, je serais ravi, et de creuser ma réflexion, ma compréhension du monde éducatif. Je serais ravi, au cours de cette heure, de vous partager en fonction un petit peu de ce qu'on a préparé avec Damien et Véronique, mais aussi en fonction de ce que vous mettrez dans le chat et des questions que vous voudrez bien nous poser, de vous aider à vous orienter, à défricher, peut-être à brainstormer un petit peu avec vous. Donc aujourd'hui, concrètement, en plus de l'ESSEC, je suis fondateur d'une association qui s'appelle le Hub France IA, qui se définit comme le système d'exploitation de l'écosystème de l'IA en France. Je travaille beaucoup avec les pouvoirs publics, je travaille beaucoup avec l'OCDE sur la diffusion de l'IA dans l'économie et dans la société, sur le futur de l'IA. Voilà. En 1 minute et demie, ce que je peux vous dire de moi, mais n'hésitez pas s'il y a plus de questions. Merci Benoît. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va prendre quelques minutes, si tu veux bien, pour partager ensemble des éléments de lexique, des éléments de définition, des éléments de cadrage. C'est vrai que médiatiquement, aujourd'hui, il y a depuis... Aujourd'hui, oui, parce que c'est crescendo, mais depuis un an, est très présent. Si on pouvait prendre un petit temps ensemble pour déjà se dire, c'est quoi l'IA en quelques mots. On a 3 heures pour cette question-là, hein, c'est Ouais, c'est ça? pour ça que j'ai utilisé ce quelques mots qui arrivaient juste après. Non, mais c'est absolument comme ça qu'il faut démarrer tout à fait ce genre d'événement. Il y a probablement parmi vous des gens qui savent ce que c'est que l'IA, puis il y en a qui pensent savoir ce que c'est que l'IA, et puis il y en a qui se demandent ce que c'est que l'IA. L'IA, c'est un terme très piégeant, parce que c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois en 1956, quand des scientifiques américains qui s'intéressaient à la connaissance se sont dit, mais faisons un workshop et essayons de voir
si on peut, c'est le début des ordinateurs, hein, le tout début des ordinateurs et des machines logiques, si on pourrait automatiser, autrement dit faire faire par une machine, certaines des tâches que le cerveau humain sait faire. Et ils ont listé un certain nombre de choses, le calcul, la compréhension du langage et le raisonnement. Alors, il ne s'agissait pas, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il ne s'agissait pas de reproduire le fonctionnement du cerveau humain. Il s'agissait d'automatiser, de trouver un moyen, pas forcément ressemblant à celui du cerveau, parce qu'on comprenait mal le fonctionnement du cerveau, mais de trouver un moyen pour automatiser ces processus-là. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est la définition de départ. La difficulté, c'est que quand on n'est pas au courant de ce qu'il y a derrière et qu'on entend ce terme, eh bien, on est potentiellement sujet à plein de projections. Certaines sont absolument proches de la réalité et d'autres sont très, très éloignées de la réalité. Alors, je vais commencer par éliminer celle-là et ensuite, on va rentrer un petit peu dans le détail. Euh, L'intelligence artificielle, c'est pas un machin logiciel qui existerait et qui serait là pour concurrencer l'intelligence humaine. Les ordinateurs sont déjà beaucoup plus smart que les humains sur un certain nombre d'activités. On sait par exemple que depuis 2012, eh ben, le champion du monde des échecs, c'est plus un humain, c'est une machine. Et puis, il y a plein de domaines comme ça. On sait que dans l'imagerie médicale, avant même l'utilisation de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'aide au diagnostic par les algorithmes était excellente. Sur la planification, l'ordonnancement, la planification d'itinéraires, etc., ça fait longtemps que les techniques mathématiques de recherche opérationnelle permettent de faire des choses beaucoup plus complexes et qui marchent beaucoup mieux que si les humains les faisaient. Euh, alors, ceci posait de systèmes qui seraient universellement plus intelligents que l'humain, même si certains, pas forcément bien informés, mais très médiatiques, sont partis sur un concept théorique qui est l'intelligence artificielle générale et qui serait en fait une machine qui serait capable d'égaler ou de dépasser le fonctionnement du cerveau humain dans tous les domaines qu'un humain peut adresser. On ne va pas parler de ça aujourd'hui parce que c'est vraiment pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est encore de la science-fiction, je vous le dis franchement. Euh, N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire peur, en particulier autour de l'IA générative, en attribuant à ces techniques-là des qualités qu'elles n'ont pas, des capacités qu'elles n'ont pas. Et donc, on n'a pas encore d'entité qui serait. C'est pour ça qu'en général, j'aime pas parler de une intelligence artificielle, parce que quand on parle de une intelligence artificielle, on reproduit ce fantasme. D'accord? Donc moi, je parle de l'intelligence artificielle. On fait un système d'intelligence artificielle. On ne fait pas une intelligence artificielle, même si c'est plus commode. Mais ça permet d'éviter cette projection, cet anthropomorphisme qui peut parfois se produire vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, c'est une série de techniques numériques. On est bien dans le monde du numérique, qui vise à exploiter des données, alors soit des données en très grand nombre, soit des données en petit nombre, suivant les techniques dont on parle, de manière à aller au-delà de ce que traditionnellement les algorithmes déterministes permettaient de faire. D'accord? Ça fait longtemps qu'on sait faire du calcul, ça fait longtemps qu'on sait résoudre une équation différentielle avec un ordinateur, beaucoup plus rapidement qu'à la main. Il ne s'agit pas de faire ça, il s'agit de faire des choses que ces systèmes-là ne savaient pas faire. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on regroupe sous le terme intelligence artificielle, c'est une série de techniques qui dépassent l'algorithmie déterministe traditionnelle. Et donc, ça fonctionne comment? Ça fonctionne en injectant dans des systèmes qui ont une architecture très particulière, une architecture logicielle logique très particulière, des grandes quantités de données et en laissant le système mouliner ces données jusqu'à ce qu'il en tire des informations intéressantes. D'accord? Vous avez probablement entendu parler de machine learning. Alors, dans le machine learning, on donne un grand nombre de données, mais qu'on a labellisées, c'est-à-dire on a dit là, ça c'est une photo d'un chien, ça c'est une photo d'un chat, ça c'est un texte de Baudelaire, ça, etc. Et à force de répétition, le système saura, in fine, présenté par une photo de chat qu'il n'a jamais vue, reconnaître avec un niveau de probabilité intéressant que c'est bien un chat. Donc ça, c'est le machine learning. Ensuite, on a le deep learning, où on lui présente des données sans savoir ce qu'il y a dedans, et on laisse le système se débrouiller. Il va faire ce qu'on appelle de la clusterisation, c'est-à-dire qu'il va trouver des
rapprochements, et ça c'est l'architecture du système qui le pousse à faire ça, il va trouver des rapprochements entre les points de données et en sortie, il donnera ces groupes-là et ce sera à l'humain de dire, ah ben, ce groupe-là, ça correspond à ça, etc. Donc ça, c'est le deep learning, l'apprentissage profond. Et ça a été utilisé pour le traitement du langage naturel, pour la compréhension de la parole, parce que ça a permis d'absorber des très gros volumes de textes et de données parlées transformées en numérique et de commencer à établir des connexions syntaxiques en français, pardon, entre des mots ou des morceaux de phrases. D'accord? Je simplifie énormément, mais c'est ça le chemin logique. Et de ça, avec d'autres raffinements et une augmentation considérable de ce qu'on appelle le jeu d'entraînement, le jeu de données sur lequel on a entraîné ces systèmes, on a sorti, il y a quelques années déjà, en 2017 en particulier, une première très grosse avancée par Google dans ce domaine-là, on a sorti les premiers systèmes d'IA générative. Donc, ce n'est pas récent, l'IA générative. D'accord? C'est 2017 dans sa forme actuelle, ou au plan technique en tout cas, et bien avant dans ses concepts. Ce qui est récent, c'est la mise à disposition du grand public par quelques sociétés de systèmes d'IA générative entraînés sur des très grands corpus de langues. C'est ça qu'on utilise aujourd'hui. Et c'est ça que beaucoup d'entre vous comprennent qu'est l'intelligence artificielle. Mon message là, c'est que oui, c'est de l'intelligence artificielle, absolument. C'est pas si récent que ça. Ce qui est récent, c'est qu'on puisse jouer avec. Et il y a plein d'autres choses dans l'intelligence artificielle qui potentiellement peuvent être intéressantes dans le monde de l'éducation. On donnera quelques exemples tout à l'heure qui ne sont pas nécessairement liés à générative, mais qui peuvent beaucoup vous aider. Voilà, j'espère avoir posé un petit peu des bases de compréhension. Pourquoi? Alors peut-être juste un mot, pourquoi on appelle ça IA générative? C'est parce que ce sont des systèmes d'IA qui sont paramétrés. On ne dit pas programmés en IA parce que ce n'est pas déterministe, ce n'est pas des algorithmes. Donc, ils sont paramétrés pour générer du texte en devinant à chaque fois, c'est une opération, c'est un calcul probabiliste, statistique, quel est le mot le plus vraisemblable qu'il faut ajouter à la fin du prompt. Le prompt, c'est la phrase que vous lui donnez pour l'interroger. Et toute la réponse que vous avez, qui est parfois très complexe, est entièrement basée sur cette génération probabiliste de quel est le prochain mot ou le prochain bout de phrase le plus probable. Et ces systèmes sont entraînés sur tellement de langages et ils calculent tellement vite qu'ils sont capables de sortir des textes qui ont l'apparence du bon sens. Mais mon premier gros message, c'est n'oubliez pas que ce sont des textes qui génèrent de manière statistique, probabiliste, des mots en fonction de ce que vous leur dites et en fonction, bien sûr, de ce qu'ils ont appris en quelque sorte. Donc on vient de poser rapidement, et merci à toi pour la concision, c'est cette question d'IA et son ancrage en termes temporels. Aujourd'hui, pour moi, en tant que chef d'établissement, je vois frapper à la porte de l'établissement des enseignants, des personnels de direction, c'est le sujet un petit peu ce soir particulièrement, mais aussi des élèves, euh, l'IA. Elle vient ici. Aujourd'hui, on est dans une tension, on va en dire un petit mot, euh, sur une tension des usages possibles, raisonnés ou interdits. Et on est beaucoup aujourd'hui dans cette question-là. On fera peut-être qu'on dise deux, trois petits mots en termes de cadre, de cadrage, en termes de possible ou pas. Et ce possible ou pas, ça m'amène cette question que je voulais te poser. IA générative, pour toi aujourd'hui, quel est ton point de vue sur, bah ouais, sur leur présence effective et bien sûr, bien plus précisément dans le cadre de l'éducation? Et j'ajoute une question à ceci. On a l'aujourd'hui et puis on a le demain. Vers où on va, selon toi, en termes de possible? Alors, j'ai presque envie d'utiliser la petite fonction, je crois que c'est la fonction réaction de Zoom. Ouais. Euh, Est-ce que ceux qui ont déjà expérimenté avec ChatGPT ou autre chose peuvent lever la main là, que je vois rapidement à l'écran?
On a Caroline, on a Georges Brassens qui a expérimenté, paix à son âme. Euh, Denis, Pauline, Laetitia, Sandrine, Jonathan, Céline. Génial, super, super, super. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant parmi vous. Donc, on va essayer de répondre en- sans vous ennuyer ceux qui connaissent déjà et en informant ceux qui n'ont pas encore essayé. Euh, je dirais l'introduction à la réponse à ta question, je dirais, j'ai envie de partir sur euh, la responsabilité que vous avez tous. Responsabilité à deux niveaux quand on pense à ces systèmes-là. Responsabilité de les tester, parce qu'il faut que vous sachiez ce dont il s'agit. Et c'est pas en écoutant quelqu'un comme moi, vous saurez, c'est en interrogeant ces systèmes. Il y a des versions gratuites, il y a des versions à 20 euros par mois qu'on peut annuler au bout d'un mois si on n'a pas envie de continuer. C'est assez simple à mettre en œuvre. Et je suis sûr que Damien saura envoyer un lien, par exemple, vers la version gratuite de ChatGPT pour ceux qui n'ont pas encore essayé. Donc ça, c'est votre première responsabilité. Pourquoi? Parce que vous êtes des éducateurs et vous êtes des managers, vous êtes des personnels de direction. Et donc, c'est un sujet de société qui est en train d'apparaître, hein. L'IA générative, puisqu'elle est appropriable par tout le monde, y compris vos élèves, il faut absolument que vous sachiez ce que c'est et que vous ayez testé le truc. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est le premier axe de responsabilité. Le deuxième axe de responsabilité, pour ceux qui ont testé, vous savez que des fois, ça dit des choses fausses. Et donc, c'est cette notion de responsabilité par rapport à l'output du système qu'il faut que vous ayez bien à l'esprit, parce que ce sera charge à vous de le transmettre aux enseignants, de le transmettre aux étudiants. Donc, le premier mot qui vient dans une réponse peut-être un peu structurée à cette invite, Damien, c'est cette notion de double responsabilité, la vôtre en tant que testeur et la vôtre en tant que responsable éducatif et pédagogique, parce que si vous n'êtes pas en mesure d'avertir sur la nécessité de toujours contrôler les résultats et de jamais accoler son nom à un texte ou un résumé ou à une synthèse ou quoi que ce soit, ou du code même que le système peuvent générer, enfin, c'est une de vos responsabilités importantes dans le domaine. Donc, ça, c'est le premier élément. Ensuite, d'autres éléments de cadrage. À quelques rares exceptions près, ces systèmes aujourd'hui sont essentiellement des systèmes expérimentaux. C'est-à-dire que, euh, à mon avis, on peut ne pas être d'accord avec moi, il est trop tôt, mais ça se jouera peut-être à quelques mois, mais il est trop tôt aujourd'hui pour envisager de mettre ces systèmes, d'intégrer ces systèmes dans des processus pédagogiques, par exemple, ou des processus administratifs, métiers, parce que les fournisseurs n'ont qu'une obligation. Et que ça, c'est un gros risque à prendre. Si vous démarrez alors, c'est probablement OK de faire une formation ou une initiation à ces systèmes-là, mais d'intégrer ces systèmes de manière à transformer la manière dont vous faites vos cours ou transformer la manière dont vos établissements sont gérés, je dis attention, d'accord? Ce sont des systèmes expérimentaux. Ce sont des systèmes expérimentaux qui bougent très vite. Aujourd'hui, une société qui s'appelle Anthropic a sorti une version de son chatbot concurrent, si on veut, de ChatGPT, qui s'appelle Claude en version 3, et dont les premiers tests sont absolument extraordinaires. Moi, je lui ai fait analyser des photos que j'ai prises hier de la presque crue de la Seine, et je lui ai demandé de me décrire cette photo dans le style de Charles Baudelaire, dans le style de Michel Houellebecq. Le résultat est bluffant. C'est très précisément ce qu'il y a dans la photo, et c'est très précisément dans le style des auteurs. Je pense que ça pourrait tromper quelques non-spécialistes. Donc ça bouge très vite. Hein, vous voyez, là, on est loin de la génération de texte basée sur juste le prompt, on est de la génération de texte basée sur la combinaison d'un prompt et d'une image que vous lui avez transmise. Euh, donc, tester, expérimenter ces choses-là pour être prêt à les utiliser le jour venu. Et j'allais dire, euh, si c'est adapté pour certaines classes,
pourquoi ne pas organiser des ateliers de découverte de ces choses-là? Vous pourriez peut-être apprendre des choses de la part de certains élèves d'ailleurs, parce que dans l'enseignement supérieur, en tout cas, il n'y en a pas un qui n'a pas testé avant les profs, hein. Ils s'y sont tous mis dessus très très vite. Et donc, je ne serais pas surpris que dans les classes du secondaire, il y ait déjà des élèves qui s'y soient mis. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question et pas complètement. Euh, je, je- il y a, tu disais tout à l'heure justement qu'il fallait vraiment ne pas se laisser embarquer par la représentation qu'on pouvait avoir des IA, faire une différence entre les IA et les IA génératives, et tu disais qu'on pouvait envisager une utilisation des IA dans le cadre de l'éducation, par exemple. Et tu as ouvert cette porte, et je voulais savoir si tu pouvais pousser encore un peu plus cette porte et nous en dire davantage. Oui, alors, l'intérêt de l'IA générative, c'est qu'elle est très facile, c'est très facile de se l'approprier. Euh, L'IA plus traditionnelle, le deep learning, c'est un peu plus compliqué. Il faut des ressources techniques, etc. Mais heureusement, il y a des startups ou des grandes sociétés qui proposent des solutions toutes prêtes pour répondre à certains besoins. Et un des, une des applications, par exemple, qui ne ressort pas toujours de l'IA générative, hein, certaines solutions utilisent l'IA générative, d'autres pas, c'est par exemple la retranscription et le résumé automatique de réunions multilocuteurs. C'est-à-dire si vous avez une réunion d'établissement, vous pouvez très bien, pour avoir un compte-rendu, faire appel à une de ces solutions-là et littéralement, en quelques minutes, à la fin du meeting, vous avez la transcription intégrale et vous pouvez spécifier le type de compte-rendu que vous voulez. Et ça marche très bien. Moi, j'ai fait ça sur des conférences à l'ESSEC, des conférences avec plusieurs intervenants et plusieurs modérateurs. Eh bien, le système est parfaitement capable d'identifier personne 1, personne 2, personne 3. Vous n'avez plus qu'à donner des noms à la fin parce que vous reconnaîtrez ce qui a été dit. Mais ces systèmes sont vraiment performants. Donc voilà une application de l'IA concrète dans vos métiers qui, elle, n'a pas besoin d'être attendue parce que comme c'est fourni par des startups, eh bien là, il y a une garantie commerciale, etc. On n'est plus dans l'expérimentation. Alors, je connais mal le métier de la direction d'établissement dans l'éducation nationale. Donc, j'ai pas beaucoup d'exemples autres que des choses très génériques qui me viennent à l'esprit. J'en ai plus du côté de l'éducation. Si dans les classes du secondaire, par exemple, il y a peut-être des projets dans le cadre de certains enseignements qui demandent aux étudiants de faire des synthèses de documents qu'ils auraient trouvés au sujet de société ou au sujet de sujets de société, etc., des synthèses d'articles. Ils peuvent tout à fait aujourd'hui, euh, chercher ces documents en utilisant les nouveaux systèmes de recherche, un truc comme pardon, Perplexity.ai, qui est un système qui marche très bien en anglais comme en français et qui va bien au-delà de la search Google parce que vous lui posez votre question de manière très détaillée et il vous sort la réponse avec les sources qu'il a trouvées sur le web. Et en plus, ça marche très vite. Et donc ensuite, vous pouvez demander une synthèse selon vos critères donc, dans certains projets, vous voyez où je veux en venir. Dans certains projets, euh, c'est envisageable de l'utiliser parce que on est sur un projet. Et une fois que le devoir est remis, euh, ça n'a pas de conséquences au-delà. Donc, on est dans une utilisation quasiment bureautique de la chose, hein. On est passé de, de- de la machine à calculer au traitement de texte, du traitement de texte au traitement d'idées, je dirais, ou au traitement du langage à plus haut niveau, quoi. On est à un niveau d'abstraction supérieur. Et ça marche pas mal, à condition qu'on contrôle tout ce qui est dit, évidemment. Ça veut dire qu'il faut quand même que le professeur trouve un moyen pour que les étudiants lisent toutes les sources et vérifient le compte-rendu qui en est fait. Ça leur économise le temps de la rédaction. Euh, voilà une autre application plus dans le monde pédagogique. Je sais que Damien, tu as fait plusieurs expérimentations, donc je suis sûr que tu as plus d'idées que moi.
Oui, enfin oui, mon oui, c'était un oui d'enchaînement, pardon. En tout cas, je peux donner un exemple de ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire l'utilisation de Perplexity. Pour tous les collègues qui lisent le café pédagogique régulièrement, il y a un article, il y a 2, 3 jours, je crois, dans le café pédagogique d'un enseignant qui est en lycée a fait travailler leur projet d'orientation, donc la perspective et l'inscription dans Parcoursup avec ses étudiants en utilisant Perplexity sur la base d'un prompt que lui a rédigé, obligeant Perplexity à s'appuyer. Donc ça veut dire qu'on peut aussi, hein, bien sûr, Et les euh, sources. inviter à choisir telle ou telle source, donc en s'appuyant sur l'ONICEP, etc. Et donc vous pourrez trouver il y a 3 jours, je crois, c'est un article sur, enfin vous tapez Café pédagogique Perplexity, vous aurez l'info. Ça vous donne un exemple d'utilisation dans le cadre de l'établissement. Il y a d'autres usages possibles que l'on commence à voir et ça me permet, alors, mes yeux se baladent partout parce que je lis en même temps le chat quand même. Il y a, peut-on imaginer, Denis nous demande des stratégies de planification ou des outils de communication autour de certains projets pour qu'ils puissent être bonifiés ou accélérés par des outils basés sur l'IA. Je te laisse réfléchir, Benoît. Moi, je donne un exemple. Établissement qui a été en phase d'auto-évaluation, c'est l'exemple qu'on avait partagé ensemble dans l'échange préalable. Donc, mon lycée en phase d'évaluation, d'auto-évaluation, rédaction du rapport d'auto-évaluation. J'ai souhaité utiliser des questionnaires intégrant beaucoup de questions ouvertes. C'était le choix du comité. Et donc, il fallait traiter les réponses, traiter les données de manière, je veux dire, massive, systémique. Et je souhaitais que ces données puissent être traitées sous différentes formes, à la fois sous des synthèses écrites, mais aussi sous la représentation graphique de type carte mentale ou nuage de mots, etc. Et je me suis appuyé en cela sur ChatGPT. Et, euh, et comme le disait Benoît, alors tout le temps en vérifiant. Pour moi, ça sert à augmenter et à gagner du temps. Mais gagner du temps, pas au détriment de la donnée qui va en sortir, parce que sinon, ça sert à rien. On fait juste semblant. Et j'ai été très séduit en fait, par la qualité de la restitution et du travail. Et si j'ai dû passer une demi-journée à traiter les données, je pense que si j'avais dû le faire à la main, il me fallait 3, 4 jours, très clairement. Et en fait, le temps a été davantage passé sur le traitement, moi, humain, des données qui ont été traitées en amont, comme si une secrétaire, en fait, ou un secrétaire m'avait travaillé les éléments et m'avait dit, bah, alors, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça, c'est un exemple que je peux donner est vraiment, qui vraiment vient en appui. Alors, Tout de je peux suite, ouais, je ouais, vas-y, je t'en prie, Benoît. donner un exemple d'un projet qu'on est en train de mener à l'ESSEC, mais qui réclame des moyens et qui est probablement difficile à faire au niveau d'un établissement. On est en train de développer un système à base de deep learning, donc on n'est pas dans l'IA générative, pour détecter les élèves, les étudiants euh, qui sont sur la mauvaise pente, qui sont potentiellement, qui vont arriver en situation d'échec, de manière à anticiper et à réagir et à les prendre en main le plus tôt possible. C'est très compliqué quand un élève, un étudiant a commencé à sous-performer. Parce que ça a des impacts psychologiques forts, alors que si on arrive à détecter et à adresser le problème et à corriger le tir, et que du coup les notes ou une note importante s'en ressentent moins, on a tout gagné. Et ça, c'est plutôt des sujets, je pense. Alors, ça pose beaucoup de questions, évidemment. Je vois qu'il y a une question dans le chat sur l'autorisation d'utiliser la voix. Mais bien au-delà de la voix, c'est l'autorisation à la fois. Ça couvre deux champs réglementaires. Ça couvre le RGPD, euh, le règlement sur la gestion des données personnelles, euh, ou je ne sais plus en français, c'est RGPD, oui, et GDPR Oui, en c'est anglais. ça. Ouais, ouais. Euh, et cette nouvelle réglementation sur l'IA qui est en train d'être adoptée par le Parlement européen et qui doit être poussée dans les pays et mise en place dans 2 ans,
qui s'appelle le AI Act, la régulation européenne sur l'IA, euh, et qui, elle, ne s'intéresse pas aux données personnelles, mais s'intéresse aux risques sur l'individu compris comme citoyen européen. C'est-à-dire que le référentiel, c'est la charte du citoyen européen. Et dans l'éducation, il y a plein d'utilisations possibles de l'IA qui tomberaient sous le coup de cette réglementation également. Parce que, par exemple, un système d'IA qui ferait de la notation automatique, du point de vue de ces réglementations, c'est aussi impactant sur les droits d'un citoyen, même s'il n'a pas 18 ans, que, par exemple, un système de scoring social ou un système d'attribution automatique de cartes de séjour ou ce genre de choses. C'est-à-dire que les conséquences de l'erreur d'un système ou juste d'un biais dans le système sont telles sur le citoyen concerné qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi et donc ça rentre sous le coup de contraintes réglementaires très fortes. Euh, Ceci dit, dans l'éducation nationale, il y a quand même plein de cas d'usage où on n'a pas besoin de connaître le nom de l'élève, il n'y a pas de données personnelles, et où on peut anonymiser si c'est des choses administratives ou si c'est en cours, on peut juste avoir 20 comptes qui s'appellent Toto 1, Toto 2, Toto 3, et le cours d'après, ce sera d'autres étudiants, etc. Donc là, on n'est pas soumis au RGPD. Euh, et pas non plus à l'AI Act, parce que on est dans des choses qui sont corrigeables, et surtout qu'on s'abrite derrière la responsabilité de l'enseignant qui va attribuer la note et qu'il a été aidé par ça, en ça par l'IA ou pas, c'est sa responsabilité de dire non, mais ce travail requiert, enfin mérite telle ou telle note. À travers les différentes questions là, qu'on a sur le chat, hein, ça revient beaucoup. C'est la question donc du chef d'établissement responsable des traitements au titre du RGPD, donc avec la fameuse mise en œuvre de notre registre. Et donc savoir comment intégrer dans notre registre ce traitement de données. Tu as répondu en donnant des exemples et je crois dans les différents échanges. Euh, Moi, j'ai le plaisir de bientôt animer un groupe de collègues enseignants autour de l'utilisation dans un cadre pédagogique, pas avec les élèves, mais dans un cadre pédagogique pour l'enseignant dans un premier temps, des IA, donc au niveau de l'Académie de Poitiers. Et dans les premiers échanges qu'on a, c'est ceci, c'est-à-dire comment faire. Et dans le comment faire, tu as répondu, donc moi, je ne pousse pas davantage, sauf s'il y a des questions. Par contre, ce qui est revenu beaucoup dans les différents échanges qu'on peut avoir, c'est peut-être l'intérêt de s'emparer d'une charte pour très rapidement partager collectivement pour pas que ce soit un qui fasse, parce que là, en tant que chef d'établissement, si j'ai un collègue qui s'empare de l'IA, il va quand même falloir s'emparer de ce sujet avec les autres collègues, parce que ça risque de mettre en tension ce collègue vis-à-vis des autres collègues. Et le meilleur moyen, je pense, ça peut être de rédiger une charte. On commence à en trouver qui circulent un petit peu, c'est pas facile, parce qu'on n'est pas spécialiste et qu'on peut pas raconter n'importe quoi. Mais les différentes SRAN académiques travaillent sur ce sujet-là. On a un bon support qui est la charte de la citoyenneté numérique, je le fais très rapidement, qui est parue l'année dernière et dont on peut s'emparer et décliner pour l'usage de l'IA, qui n'est qu'un outil numérique également. Euh, Alors, dans les commentaires, il y a Gaël qui parle de Yamafile. Euh, hmm. alors oui, absolument, Gaël a raison. Alors l'impact sur le RGPD, il n'est pas forcément évident, mais en tout cas, on peut implémenter une forme d'IA générative locale. Euh, et donc avec des données qui sortent pas de ce système-là, qui est hébergé par l'Éducation nationale ou par un établissement, etc. C'est tout à fait possible. Attention, ça reste des systèmes expérimentaux. Et donc, si vous faites reposer des choses, des traitements importants, essentiels, euh, vraiment, de garder à l'esprit que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, en fait. C'est ça la bonne manière de les appréhender. C'est de dire, bon, c'est super, c'est très bien, mais si ça s'arrête demain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai tellement mis de choses dessus? Est-ce que je me repose tellement dessus que je suis euh, je tombe dans un gros trou? Ou bien est-ce que je l'ai gardé suffisamment contenu pour l'instant, de manière à ce que si ça s'arrête demain, ben, c'est pas grave, on arrêtera de faire ça et on continuera comme avant.
le, on est sur la question de ce qui peut augmenter, accompagner aussi le chef d'établissement. Là, on parlait des enseignants. Euh, le, il y a dans les IA génératives beaucoup d'outils et qui sont intégrés nativement aussi dans le chat GPT, parce qu'on parle beaucoup de chat GPT, mais en fait, il y a un très grand nombre d'IA génératives. Euh, Moi, je donne je donne un exemple pour celles et ceux. Il y a une collègue qui me disait à voir ChatGPT 4. Dans ChatGPT, il y a une fonction qui, pour moi, est essentielle, c'est la possibilité de créer des GPTs, donc je ne sais pas comment tu le diras mieux que moi, mais des outils programmables, Des personnalisables. spécialistes. Mhm. Des spécialistes. Des spécialistes. Euh, Par exemple, moi, j'ai un spécialiste qui s'appelle proviseur du LP2I, que je me suis créé, que j'ai nourri donc avec des données qui sont propres au lycée dans lequel je suis et sur lequel je m'appuie. Et cela m'évite en fait de travailler par prompts successifs pour lui dire ce que je veux et d'où je veux qu'il me parle. Et je pense que là, on a un outil qui peut en plus se traduire après, qui peut être exporté quasiment sous forme de bot, euh, et qui du coup apporte des réponses. Ça peut être un soutien. Le terme que j'utilisais tout à l'heure, quand on en parlait avec Véronique, moi j'utilise un petit peu comme un sparring partner. Ça peut donner des pistes, parce que même dans les réponses qui sont complètement fausses et hallucinées, je crois que tu voulais parler d'hallucination, et hallucinées, même là, en fait, ça aide, parce que ça nous permet de se dire, OK, c'est pas par là qu'on veut aller, ou attention, il faut que je prenne garde à la manière dont j'ai eu à m'exprimer, parce que ça peut être compris ainsi. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Benoît? Euh, Peut-être un mot sur les hallucinations, effectivement. Ouais, c'est ça. Euh, Ceux qui ont essayé ont certainement entendu parler d'hallucination. Ceux qui n'ont pas essayé ont peut-être entendu parler d'hallucination. L'hallucination, c'est ce phénomène propre à ces systèmes qui fait que de temps en temps, il va inventer de l'information qui a le goût et l'odeur d'une information véridique, mais qui ne l'est pas. Euh, alors, c'est problématique et c'est malheureusement pas un problème qu'on peut éliminer. Il y a des chercheurs chinois qui ont sorti un papier récemment qui ont établi la preuve formelle mathématique euh, que les hallucinations sont absolument partie intégrale du mode de production de texte, du mode de production statistique de texte. Et que pour ne plus avoir d'hallucinations, il faudrait entraîner un système comme ça sur l'ensemble de la connaissance, pas seulement du langage. Parce que dans le langage, il y a beaucoup de liens entre des concepts qui sont des liens implicites, pas explicités dans le jeu d'entraînement, même si le jeu d'entraînement est très très large. Et que donc forcément, ça crée des trous en fait. Si on se représente les choses pour simplifier au plan mathématique, il y a ce qu'on appelle une fonction de base pour que le système soit parfait, autrement dit, il n'hallucine pas, il faut que la fonction de base soit parfaite, autrement dit, qu'elle soit universelle. Donc il y aura toujours des hallucinations. Et donc euh, ça pose des questions. C'est pas un défaut du système, c'est inhérent à la nature du système. Et c'est ça que j'aimerais vous dire, c'est que il faut vraiment pas prendre ces systèmes-là pour des systèmes à base de connaissances. Ce sont des systèmes de traitement du langage. Et quand on fait du traitement du langage, même très avancé, on ne peut pas éviter que de temps en temps, il y ait des hallucinations. Une autre étude qui disait que dans le domaine juridique aux États-Unis, récemment, suivant les cas d'usage, on avait des hallucinations dans entre 60 et 90% des outputs, des résultats produits. Ça ne veut pas dire que 60% du contenu est halluciné, mais dans 60% des textes produits, il y a au moins une hallucination. Suivant les cas, c'est entre 60 et 90% des contenus. Donc, vous voyez que c'est absolument indispensable. D'abord, on n'est pas prêt de confier euh, des énoncés de jugement, par exemple, à ces systèmes-là. Et ensuite, les avocats, il faut qu'ils se méfient parce qu'il faut vraiment qu'ils regardent ça. Alors, ça peut inventer de la jurisprudence, ça peut inventer, et ça paraît très, très cohérent, hein. Ça donne les références et tout. Et quand on check, bah, ça n'existe pas. Donc, euh, c'est pas un défaut de ces systèmes, c'est inhérent, hein, comme une voiture qui peut pas rouler à plus de 160 ou 170 km/h, c'est pas un défaut, c'est inhérent à la physique de telle ou telle voiture. Ça coûte très très cher d'aller au-delà de la limite,
Si on veut un système qui hallucine moins, il faut le former avec des beaucoup plus gros datasets. Et ça coûte très très cher, hein. L'analogie est vraiment là. Donc quand vous prenez un de ces systèmes, vous mettez au volant de quelque chose qui a des limites. Et une de ces limites, c'est l'hallucination, avec une difficulté, c'est qu'on ne peut pas prévoir l'hallucination. Donc il faut tout contrôler a posteriori, au moins tout ce qui compte. Sur ce point-là, il y a euh, je marque un temps d'arrêt parce que à la lecture d'une question, par rapport à ce que tu viens de dire sur la question des hallucinations et qui ne saute pas aux yeux, un des enjeux, mais qu'on ne va pas ouvrir maintenant parce qu'on arrive quasiment au terme de l'échange pour vous permettre de réagir aux différentes questions, ça amène forcément sur une thématique qui est très forte sur l'utilisation des IA dans le cadre éducatif, hein. Ça va être auprès de nos élèves de s'emparer des enjeux liés à l'esprit critique. On sait que le nouveau programme de MC est complètement repensé pour intégrer une grande partie liée à l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, et qui va normalement intégrer, on en a que des pistes pour l'instant, mais on n'a pas encore le cadre complet, mais intégrer ces enjeux qui font le lien aux IA. Donc on sait que c'est arrivé, et on sait que ça va arriver, pardon, et c'est pour ça que ça prend du temps à arriver, parce que c'est pour intégrer les dernières évolutions. Donc ça, c'est un des grands enjeux pour nous qui avons des collégiens et des lycéens, parce qu'en effet, ils s'en emparent. Ça nous permet d'amener d'amener une question, Benoît, peut-être pour clore ce petit temps d'échange et essayer de répondre aux différentes questions qu'on voit apparaître aussi sur la question de je suis novice, comment je fais. Euh, demain, tout à l'heure, demain, tu es chef d'établissement. Félicitations. Donc, tu es père dire. Et puis des collègues te disent, bah, tiens, moi j'aimerais utiliser les IA. Euh, Tu as déjà apporté un grand nombre de réponses sur cette question, mais qu'est-ce que là aujourd'hui tu dirais alors qu'on est au mois de mars 2024? Oui, je vais peut-être décevoir par la simplicité de ma réponse. Je dirais que la première chose à faire, c'est d'organiser des ateliers pour que tout le monde, personnel enseignant, personnel administratif et élèves, mettent les mains dessus et entendent les quelques choses de cadrage importantes qui sont euh, attention, ces systèmes-là ne sont pas confidentiels, donc ne mettez pas de données personnelles, etc. dessus ou de données stratégiques ou critiques. Deux, attention, ces systèmes ne disent pas toujours la vérité. Donc, vérifiez toujours le résultat. Et ensuite, je leur montrerai les différents modes d'utilisation de base, je dirais, que tu connais bien, qui sont, si on reste dans la sphère du texte, mais on peut aussi, pour d'autres cours et d'autres publics, aller sur l'image. La génération d'images, ça marche exactement pareil, hein. Des choses comme, je vous mets les noms là rapidement parce que je pense que il y a Midjourney, il y a Stable Diffusion, tout ça, vous allez sur les sites web et vous pourrez utiliser ces choses-là gratuitement ou presque pour faire de la génération d'images ou de la compréhension d'images. Donc, ce que je ferais, c'est dans l'atelier, une explication bah, qu'avec ChatGPT, pour prendre celui-là par exemple, on peut faire de la génération de texte ex nihilo depuis juste un prompt en disant bah, écris-moi un, un poème en alexandrin sur la crue de la Seine, pour reprendre tout à l'heure. Et puis là, il va vous délirer un truc qui va être joli. Vous pouvez lui dire dans le style de machin. Ça marche encore mieux si vous lui dites tu es un poète reconnu qui a déjà eu des prix, etc., etc. Donc là, ça va le forcer à rentrer vraiment dans la langue, dans une langue particulière. Donc, leur expliquer un peu tout ça, comment on utilise un prompt et les modes d'utilisation, donc la génération de texte, le résumé, la synthèse, euh, euh, et puis voilà, je commencerai par ça pour pas aller trop loin. Tu vois, former au GPT, c'est peut-être le module 2 ou le module 3 dans le cursus. Mais si j'étais chef d'établissement, je ferais ça sans attendre parce que je pense vraiment que l'acculturation à ces choses-là est essentielle. Ces outils-là ont été lâchés dans la nature, personne ne pourra les arrêter. Et donc, euh, c'est notre responsabilité collective de les expérimenter pour bien les intégrer, ou pas d'ailleurs. Mais interdire un truc sans l'avoir essayé, sans avoir compris ce que ça fait, c'est jamais, ça va jamais très loin, hein. Les interdictions marchent mieux quand elles sont bien comprises et bien explicables. Par exemple, je travaille avec une grande banque européenne. Je conseille le comité de direction de la BNP pour ne pas les nommer.
Euh, Ils ont interdit l'utilisation de ChatGPT d'entrée de jeu. Bilan de l'opération, tous les collaborateurs l'utilisent le soir à la maison. C'est pas forcément. Donc, depuis, ils ont révisé leur truc, ils ont déployé des formations, etc. Donc, je commencerai par ça. Voilà, une longue réponse pour finalement un sujet assez simple. C'est. euh, Mm. Je pense que par rapport à ta réponse, moi j'ajoute tout à fait en lien avec ce que tu disais. Mon point de vue, c'est que en tant que cadre et responsable, il est quand même important d'aller y regarder. C'est très simple, ce ne sont pas, ça n'oblige pas à une compétence particulière, comme certains outils, par exemple, on parlait de traitement d'image. Tout à l'heure, il y avait été évoqué Adobe Firefly. Bon, bah, il va falloir rentrer dans le logiciel de Photoshop pour pouvoir l'utiliser. Donc, ça demande une connaissance, une technique. Toutes les autres IA ne nécessitent aucune compétence, aucune technique, simplement le fait d'aller frapper à la porte. Et avec toutes les réserves qu'on vient d'évoquer. On peut aussi citer Copilot de Microsoft, parce que si vous avez un compte Microsoft, et on est un certain nombre à en avoir, au moins sur les PC de bureau, vous avez accès à l'IA qui est portée par Microsoft, vous avez votre compte, vous pouvez tester avec trois, quatre formules. Il est un petit peu bridé, mais ça permet d'avancer très vite et, euh, et très simplement. Donc là, je peux, pour les collègues qui disent mais par où je commence, ça peut être une piste. Il y a pas mal de liens qui sont en train d'apparaître. Merci Gaël dans le chat. Moi, je verrai avec Véronique parce que Manageduc va préparer une. Alors, l'IA de Microsoft s'appelle Copilot. Euh, Manageduc va produire une fiche avec un supplément par rapport à cette visio et donc avec des liens. Moi, je me permettrai de proposer à Véronique un ensemble de liens. J'ai fait un digipad qui est réservé éducation, qui regroupe beaucoup des liens qu'on vient de voir et davantage de liens avec des guides du prompt, avec, il faut savoir aussi deux choses par rapport à cher collègue Perdir, mais vous le savez déjà. Vous savez que pour les collègues qui sont en lycée, le ministère souhaite déployer une solution qui intègre un peu d'IA, mais qui n'est pas que de l'IA, qui s'appelle MIA Seconde, pour accompagner tous les lycéens de seconde à la rentrée prochaine. C'est ce qu'a annoncé, il y a déjà un déploiement à titre expérimental hein, pour un certain nombre. Donc, nous allons forcément, en tant que proviseurs de lycée, nous retrouver à accompagner et répondre aux questions de nos collègues, si ce n'est déjà le cas, qui disent, mais tiens, qu'est-ce qu'on fait du RGPD? Qu'est-ce qu'on fait d'esprit critique? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, c'est déjà un sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a un certain nombre d'espaces numériques de travail dans les différentes académies portées par les collectivités qui intègrent déjà des outils qui ne sont pas forcément des outils d'IA, et je simplifie à l'extrême, mais qui intègrent de l'IA. Je pense par exemple à WooFlash, qui est déployé dans un certain nombre de NT, et que peut-être du coup les collègues utilisent déjà. Donc, deux exemples parmi d'autres qui, je pense, doivent nous inviter en tant que personnel de direction à au moins regarder ce que c'est, si ce n'est utilisé. Et utiliser, moi, je peux que le recommander parce que, en effet, ça peut être un gain et un intérêt. Un exemple perso, depuis un an, sur le site de lycée, on a intégré un chatbot qui fonctionne sur ChatGPT 3.5. Il n'est pas optimal. J'ai des élèves qui me poussent pour me dire il faut qu'on le fasse évoluer, il n'est pas top. Ça pourrait être mieux. Mais je sais que ça a déjà parce que je vois les questions qui sont posées, je vois les réponses qui sont posées. L'idée, c'est aussi de me dire, bah, tiens, les personnes qui s'intéressent au lycée sont intéressées par ces questions. Et c'est aussi un outil de veille, au-delà de la réponse qui est apportée, qui est pas si mal que ça. Mais c'est aussi un outil de veille pour savoir quel est mon lycée et qu'est-ce qu'on attend de moi en termes d'information. On peut retourner aussi le système pour me permettre d'accroître enfin d'améliorer mon travail et ma réponse. Sur la conception des emplois du temps avec l'IA, j'ai pas encore essayé. C'est, je crois, le Graal. Et si j'étais Index Éducation qui a le monopole, je crois que j'investirais énormément dans ce domaine-là. Oui, on y réfléchit aussi à l'ESSEC, c'est pas très simple. Pour compléter ce que tu viens de dire, je voudrais refaire une petite piqûre de rappel parce que je pense que parmi vous, il y en a pas mal qui vont essayer de se connecter et de faire et de faire des tests. Euh, un des pièges classiques, c'est de prendre ces systèmes-là qui sont des systèmes de langue pour
une alternative au moteur de recherche. Dans ce que j'ai listé, il y en a un qui marche bien comme moteur de recherche parce qu'il a été conçu pour ça, c'est Perplexity. Oui. Pour les autres, faites très attention. Euh, ChatGPT, par exemple, à quelques exceptions près, ne connaît que ce qu'il y avait dans la base sur laquelle il a été formé, c'est-à-dire que ça s'arrête à fin 2022, je crois. Et donc, si vous lui posez des questions, par exemple, sur des crises internationales qui se sont passées récemment, il va complètement délirer, il va inventer, il va halluciner, justement, parce qu'il n'aura absolument pas l'information. Mais il va quand même vous faire une réponse. Donc, attention à ça, c'est des systèmes de traitement du langage, ce n'est pas des systèmes de connaissances, sauf Perplexity qui est couplé à une recherche web, et quelques autres, hein, je ne veux pas tous les mettre dans le même panier, mais ayez conscience de ça. J'étais en train de chercher, je ne retrouve plus l'acronyme parce que je l'ai sur mon téléphone. C'était quelque chose que j'avais conseillé à pas mal de mes collègues. Pour commencer aussi, c'est PO, euh, qui regroupe plusieurs c'est po.com, voilà, j'ai retrouvé, qui s'installe aussi sur votre smartphone si vous le souhaitez, et qui permet d'accéder à plusieurs IA, euh, et donc de tester la même question à plusieurs IA. J'ai commencé beaucoup par ceci au début. Ça m'a permis de découvrir Claude, par exemple. Donc ça peut être aussi un moyen assez simple. Et puis vous pouvez formuler des requêtes à ChatGPT 3.5 et une ou deux ou trois par jour à ChatGPT 4 et donc de comparer. Et je pense que ça permet aussi de se dire, OK, il ne dit pas vraiment la même chose quand même. Alors sachant que si on pose systématiquement la même question X fois, on n'aura pas la même réponse parce que c'est que, comme tu le disais, une réponse Pas statistique. déterministe. C'est pour une C'est raison ça. technique très simple, c'est que chaque réponse est généré, il faut le prompt et il y a ce qu'on appelle une seed en anglais dans les mécanismes algorithmiques. C'est-à-dire c'est un nombre aléatoire généré qui est le point de départ de l'algorithme pour construire son arbre de probabilité. Et ce seed change à chaque fois qu'on interroge. Donc la même question générera des réponses peut-être similaires, mais jamais exactement la même. Tout à fait. Voilà, on touche à la fin de ce temps d'échange. Je propose aux collègues, si vous le souhaitez, y compris en ouvrant votre caméra et votre micro, hein, de pouvoir nous poser quelques questions. Là, sur un temps d'échange, il nous reste 3 minutes. N'hésitez pas, ou par le biais du chat. Donc, c'est des merci de revoir. Merci à tous. Merci de m'avoir donné ce petit espace. J'espère que vous en avez retiré des choses utiles et à une prochaine fois peut-être. Et il y a Émilie qui lève la main, peut-être pour clore. Émilie? Oui, pardon. Damien, juste une question. J'ai pas compris. Sur le site de ton lycée, tu as donc mis un chatbot. J'ai pas compris quelle était l'utilisation que pouvaient en faire les visiteurs, s'ils peuvent en faire une utilisation, ou si. Enfin voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus? Oui, tout à fait. Je vais vous mettre, c'est pas pour faire de la pub, le lien du site. Et comme ça, vous pourrez aller discuter avec le petit chat. Donc, ça s'appelle le chat du LP2I. Il est en bas à droite. Et en fait, c'est pour permettre, en gros, c'était parti de l'idée qu'aujourd'hui, dans un site, c'est parfois difficile d'aller trouver une information. Parce qu'il y a toute cette arborescence avec cette sous-arborescence, etc. Et il y avait souvent des gens qui me posaient des questions en disant, mais j'ai pas trouvé l'info. Ah, j'ai pas trouvé l'info. Pourtant, c'est moi qui fais le site, c'est moi qui le manipule, et j'essaye de faire au mieux, mais visiblement pas suffisamment. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, on va mettre cet été, je me suis dit, on va mettre un chatbot où je peux poser la question pour avoir directement la réponse et éventuellement avoir le lien vers la ressource qui est intégrée. Parce que le chatbot, celui-ci, en tout cas, n'est nourri, parce que tu lui donnes les données que tu veux, il ne se nourrit que des données du site ou de PDF ou de doc que j'ai ajouté. Donc, il est nourri par moi. Ça ne sert à rien d'aller lui poser une question en dehors du lycée. En général, il y a une phrase type en disant, ah, là, je ne sais pas faire. Et là, on voit les éléments de personnalisation, c'est juste pour finir sur une note d'humour.
je lui ai dit à ce petit chat que c'était un chat. Et donc, c'est assez souvent, il va dire, ben là, je ne peux pas répondre parce qu'il me faudrait davantage de croquettes. Et donc, on arrive à avoir ce genre de petits trucs, mais ça donne une idée un peu de ce qu'on peut faire. En tout cas, moi, ça me satisfait. Et comme je disais, l'intérêt que j'y vois surtout, c'est que ça m'a permis de scanner le site pour voir toutes les lignes obsolètes, tous les éléments qu'il fallait que j'enlève ou que je désindexe, qui sont pourtant présents sur les navigateurs. Ça m'a permis de vérifier des données qui étaient fausses, parce que X plus Y plus Z avait posté un article et au bout du temps, ben, c'était concaténé avec une donnée qui était fausse. Donc ça m'a permis vraiment, ça m'a permis au moins ça, d'actualiser le site et d'être sûr que ça corresponde à ce que je veux. Et je lis toutes les requêtes qui sont posées. J'ai une interface qui me permet de voir les requêtes et les réponses qui sont données. Voilà. Ok, merci. Et c'est facile à mettre en place. Je viens de tester, ça marche très bien, hein. Bravo. Merci. Et donc, j'ai des élèves qui me disent, ah ben, on va l'enlever, on va mettre un chat GPT-4. On a travaillé sur l'ensemble des données. Donc, eux, ils sont en train de travailler sur toutes les données. Euh, bon, voilà. Donc, il va évoluer dans ce sens-là. Voilà. Bravo, merci, merci tout le monde. Merci à vous. Très belle soirée et à très bientôt sur Manage Educ. Au revoir. Au revoir.